Bonjour, merci de nous rejoindre sur Télésud. Vous regardez Des mots et débats. L'invité du jour est docteur en théâtre et art du spectacle, et également enseignant. Il a enseigné à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 de 2010 à 2016 à l'UFR Arts et Médias. Il est poète, comédien et aussi réalisateur de plusieurs courts-métrages qui ont été primés. Il est auteur de recueils de poèmes Quand le cœur parle aux éditions Artera en 2007 et puis aussi Cœur des cœurs, sorti en 2011 aux éditions Artera. Urel Régis Benninga, bonjour. Bonjour Patricia. Vous allez bien? Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être revenu. C'est moi qui vous remercie de l'invitation que vous me faites encore, du privilège que vous m'offrez de revenir sur votre plateau. C'est pour moi un honneur toujours de vous avoir, Urel Régis Benninga. Merci, c'est partagé. Merci beaucoup. En tout cas, vos dernières parutions, donc c'est Sanguereux, sur le chemin de l'Élysée en 2016. Et puis il y a aussi en 2018, Les îles enchantées. Voilà, c'est des contes théâtralisés. Un recueil de contes théâtralisés, oui. C'est ça qui est paru en 2018. Et puis là, votre nouvelle parution, qui est une pièce théâtrale qui a pour titre Le Remplacement. Pardon, Le Remplaçant. Le Remplaçant aux éditions L'Angoisse Cécile. L'Angoisse, c'est LC, aux éditions LC. Voilà, commençons tout de suite la première partie des mots et débats au fil des pages. Tout d'abord, Urel Régis Benninga, 3 personnages se distinguent dans votre pièce théâtrale. Il y a Dan, un élève, il y a Monsieur Augier, l'instituteur, qui est le remplaçant de Monsieur Timéo, et puis il y a aussi la maman de Dan, Keren. Alors, au début de cette pièce, nous sommes dans un huis clos. Il y a Dan et Monsieur Augier. Ils se disent tout. On apprend que Dan a été puni et parce que tout simplement il a fait une sottise. Et on découvre en fait que tout a commencé avec l'instituteur Timéo. En fin de compte, Dan nous fait comprendre qu'il n'est pas aimé, ni par Monsieur Augier et ni par Monsieur Timéo. Oui, à travers le discours de Dan, on sent un enfant qui est chargé, qui a une vie chargée. Monsieur Augier décide de rentrer en conversation avec lui parce que, à peine une semaine de remplacement, il se rend compte qu'il y a un élève dans sa classe qui perturbe le déroulement des cours tout le temps. Donc là, il décide de rentrer en conversation avec lui et il découvre au fur et à mesure de cette conversation qu'il est en face d'un enfant qui est chargé, qui a eu une vie assez tourmenté de par sa mère, de par son père qu'il ne connaît pas, et puis du fait qu'il va découvrir plus tard que l'homme avec qui il vit n'est pas son père. Donc c'est un enfant qui a plusieurs remplaçants dans sa vie. Oui. Alors, quand on parle de remplaçant ou de remplacement, c'est vrai qu'on se pose la question de l'amour. C'est-à-dire que Dan a le sentiment qu'il n'est pas du tout aimé. C'est ce qu'on ressent dans cette pièce. Oui. Déjà, la maman a la main lourde, Monsieur Augier, donc le trait de perturbateur, Monsieur Timéo aussi. Oui. Et puis, l'enfant, non seulement qu'il ne se sent pas aimé, mais c'est tout simplement parce qu'il y a plusieurs inconnus dans sa vie. L'inconnu du fait que autour de lui, le regard de ses camarades, ce qui se dit, les huis clos, etc., autour de sa personne, le fait qu'il est traité d'enfant bâtard, du fils de la pute de juive, l'enfant du sale arabe, etc. Donc c'est des propos qu'il entend et il se pose des questions. Est-ce que c'est moi, tout ce personnage-là? Donc il s'interroge. Donc il y a tout un tas de déchirements, de questionnements internes en lui. Et ce qui l'amène à être perturbé. Donc moi, c'est une pièce qui est un peu partie d'une expérience personnelle. Parce que vous êtes enseignant, donc justement, vous poser cette question. Oui, j'étais enseignant à l'université de Paris 3 et pour rapprochement de conjoints, je me suis retrouvé dans la magnifique ville de Saint-Gaudens dans le Comminges, en Haute-Garonne. Et il se trouve qu'il n'y a pas d'université là-bas. Donc l'université la plus proche, c'était celle de Toulouse. C'est celle de Toulouse. Malheureusement, pour trouver un poste, c'est pas toujours évident. Donc du coup, je me suis inscrit auprès de l'Académie de Toulouse pour être remplaçant. Question de m'occuper un peu dans le milieu scolaire. Et donc, je suis parti d'une expérience avec un enfant au mois de mai 2017. On m'avait proposé de remplacer une maîtresse. Il se trouve que dans la classe, j'ai un élève qui n'arrêtait pas de perturber le déroulement de cours, etc. À un moment donné, j'ai décidé de rentrer dans un dialogue franc avec lui. Donc, à la fin du cours, je lui ai dit, écoute, on va se parler, il faut que tu me dises qu'est-ce qui ne va pas. Et au fur et à mesure de la conversation, l'enfant ne voulait rien dire au départ, et il me sort cette phrase comme ça, brutalement, « j'aime pas les remplaçants ».
Et là, je dis, ok, super, c'est bien tombé, un enfant, un élève de 10 ans qui dit à son maître, j'aime pas les remplaçants. Et donc, je lui réponds instinctivement, mais moi, je t'aime. Et après, je me ravise en lui disant, d'ailleurs, on n'est pas là pour s'aimer, mais le respect, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Et au fur et à mesure de la conversation, je me rends compte de cette vie chargée de l'enfant. Et j'avoue que après cette discussion avec l'enfant, je l'ai traité différemment après. Donc ça m'a permis de comprendre qui il est, sa personne, et d'aller un peu plus, de faire une pédagogie un peu différente. Donc c'est un peu ça qui m'a inspiré à écrire cette pièce-là. Mais c'est marrant parce que vous parlez de cet enfant aussi qui est chargé en émotions, en histoire, mais il y a aussi l'histoire de Monsieur Auger, parce qu'on découvre qu'en fin de compte, il était enfant en Centrafrique, et il était dans une classe où il n'y avait que des enfants centrafricains, c'était le seul blanc, et donc il a été traumatisé par son instituteur, Monsieur André Nganga. Monsieur Nganga André, justement. Alors, donc c'est pour ça que je parle de dialogue thérapeutique. Donc on a deux personnages qui se livrent l'un à l'autre. Donc, Dan qui commence à livrer sa vie, à dire qui il est, etc., qui est sa mère, qui est d'origine juive, mariée à un Palestinien, etc., et qui vit avec un beau-père. Donc, toute une vie chargée. Le fait que l'enfant se dévoile, le maître se sent d'une certaine manière obligé de se dévoiler aussi. Et donc, du coup, là, le maître apprend également à l'élève que lui, il avait vécu dans un autre univers, c'est-à-dire en Afrique, notamment en République centrafricaine, en tant que blanc, il était élève dans une classe de noirs. Donc, ce qui faisait que le rapport qu'on a entre élèves et enseignants en République centrafricaine n'est pas le même que ce qu'on a ici en Europe. Donc ici, c'est interdit de frapper les élèves, etc., en classe, ce qui, encore à l'époque, en République centrafricaine, était encore convenu. Et donc, du coup, lui, étant blanc, il avait ce privilège-là de ne pas être frappé parce que c'est l'enfant du maître. Donc, l'enfant du maître n'a pas le droit au coup de fouet comme les autres. Au colon, vous voulez dire l'enfant du colon? Oui, le maître, le colon, justement. Donc, même si on venait de sortir de la colonisation, mais la colonisation n'est pas encore terminée dans les faits. Donc, du coup, c'est un peu ça, M. Auger raconte sa vie. Et donc, du coup, il lui dit, mais écoute, Dan, si tu veux que je réagisse comme le maître d'avant, je peux bien le faire. Mais je ne peux pas le faire ici parce que c'est interdit. Mais j'aimerais tant le faire parce qu'on m'a dit en arrivant dans cette école que j'avais la liberté de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de mes élèves des élites du pays. Et voilà, donc monsieur Dan qui lui répond après, non mais moi je n'ai pas besoin, je ne désire pas devenir un intello, etc. Donc il y a tout ce discours et monsieur Auger qui livre au fur et à mesure sa vie, etc., qui est chargé aussi finalement. Parce que sa vie, finalement, il va se rendre compte, enfin, au fur et à mesure de la lecture de la pièce, on va se rendre compte que M. Auger, lui aussi, vit une séparation. Donc, son père et sa mère se sont séparés à cause d'une situation connue en République centrafricaine en classe parce que M. Nganga André lui a donné un fouet dans le dos. Et donc, pour la mère, c'était insupportable de voir un noir frapper son fils avec un fouet, avec des traces dans le dos. Donc, il a manigancé auprès des collègues de son mari pour que leur rapatriement soit fait plus tard en France. Et c'est de là que le divorce est apparu quand le père de M. Auger se rend compte que la mère est derrière tout ça. Donc on voit une vie brisée également de M. Auger et la vie brisée de Dan. Donc du coup, finalement, les deux se retrouvent. Voilà. Et donc c'est en cela que Dan est un peu une sorte de miroir pour M. Auger. Des écorchés vifs, en fin de compte. Ben voilà, justement. Et c'est pour ça que y a M. Auger, dans la pièce, il dit à un moment donné, qui se ressemble se raconte. Donc finalement, il voit à travers le personnage de Dan sa propre vie qui est chargée. Parlons celle de la mère de Dan, qui s'appelle Keren. Alors, comme vous l'avez souligné, c'est vrai qu'elle est juive, elle est tombée amoureuse d'un homme qui est arabe, palestinien, voilà. Et donc, déjà, d'emblée, cette relation a été maudite. Et on sent que cette malédiction a été reportée sur le fils d'Anne. Alors, malédiction, je ne dirais pas ça, mais par exemple, peut-être au regard du discours contemporain, oui, on peut parler de malédiction si on le veut. Mais
pour Keren, qui signifie en hébreu rayon du soleil, et donc qui fait la rencontre avec Abdel Majid, qui veut dire serviteur, et serviteur, Majid, qui veut dire quelque chose de noble, de glorieux en arabe. Et donc ils se sont rencontrés, et donc dans leur idée, c'est d'aller un peu contre ce discours conflictuel qu'il y a entre Palestiniens et Juifs, qui date de plusieurs années, plusieurs siècles. Et donc ils se sont dit, on va se marier, c'est notre mariage, c'est un peu une sorte d'appel de pied aux Juifs et aux Palestiniens de se réconcilier, parce que en gros, c'est l'être humain qui doit primer. Donc leurs propos, leurs convictions au départ, c'est ça, c'était d'unifier leurs deux peuples. Mais malheureusement, cela est perçu différemment de deux côtés. Du côté palestinien, c'est hors de question de voir un arabe musulman, un palestinien musulman se marier à une juive, et de l'autre côté, pareil. Donc on renvoie de deux côtés déjà. Eux-mêmes, les parents leur refusent cette union. Les parents d'Abdel qui refusent, le parent de Keren qui refuse également le mariage, à tel point que leurs deux parents n'ont pas assisté à leur mariage. Et même le maire, qui est un ami du père de Keren, refuse de faire le mariage, refuse son devoir de citoyen, de premier citoyen, de marier les citoyens. Et donc c'est quelque chose d'assez fort. Et lui, donc Keren vit également cette séparation, vit cette déchirure à l'intérieur. Donc on voit effectivement que la vie de l'enfant est vraiment chargée. Et puis en plus, Keren le reporte, c'est-à-dire reporte cette vie qu'elle a vécue sur Dan. Donc sans savoir, il ne comprenait pas pourquoi cette mère était autant déchirée, pourquoi cette mère était aussi violente, on va dire. Oui, justement, parce que il y a des choses qui ne se disent pas malheureusement et qui se voient à travers les actes. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au traitement qu'on peut avoir les uns envers les autres, parce qu'on a le regard inquisiteur assez facile. On juge facilement les gens en les regardant, en les traitant de fous, de ceci, etc. Mais on ne réfléchit pas à leur background. Et donc Keren, qui voit son père et sa mère ne pas assister à son mariage, pour une femme, c'est quelque chose de très dur, même pour un homme. Et après, qui va apprendre que son mari est accusé de terrorisme, etc., tout ça, et qui se retrouve obligé de quitter avec son mari illico presto, sans s'y attendre, se retrouver dans le sud-ouest de la France, où le mari va partir, et puis Keren va se retrouver tout seul au pied du Caghir pour pouvoir mettre cet enfant au monde, cet enfant... Ouais, et d'ailleurs, on sent presque son dégoût. Je sais pas, parfois elle l'aime, parfois elle ne l'aime pas. Et il y a cette phrase qui m'a interpellée. Depuis que ces gens ont poussé, c'est Keren qui parle. Hein. Il ne peut plus réentrer en moi pour que je le vomisse comme j'aurais dû. Malheur à mes lèvres si elles osent dévoiler un jour ce qui doit rester entre elles et moi. Je le traîne avec moi comme un boulet. Je le mastique journellement à l'image de la chèvre qui rumine inlassablement les herbes du pré désertique dans l'attente de nouveaux pâturages. C'est vraiment vomir, quoi. C'est recracher. C'est vraiment... Ouais, c'est moins curieux. C'est le contraste, justement, finalement, parce que une mère qui porte un enfant qu'elle a tant désiré, et puis une fois l'enfant venu au monde, manifeste ce désir de le rejeter, carrément, qui regrette quasiment de l'avoir mis au monde. C'est quand même quelque chose de très dur pour un enfant d'entendre ou bien de savoir que sa mère désire à un moment donné de lui couper le souffle. Oui. Et donc c'est quelque chose d'assez dur, mais en même temps on peut comprendre de Keren, parce que son idée de départ, c'est d'unifier le peuple palestinien à travers son mariage avec Keren. Donc c'est quelque chose de noble, la réconciliation, l'unité et l'amour, parce qu'en fait c'est l'amour qui prime dans sa démarche. Et il se retrouve que cet amour-là, qui est le fruit de cet amour qui est Dan, finalement, est l'objet de toute sa souffrance. Parce que elle se retrouve seule avec Dan au pied du Caghir, dans l'obscurité. Son mari qui est accusé de terrorisme qui est parti. Elle ne peut plus revoir ses parents parce que ses parents l'ont abandonnée. Et voilà, donc elle se retrouve seule. Et puis son enfant qui à l'école devient le chef d'une gang le chef de, comment on appelle ça,
d'un groupe de bandits. Vraiment, ou est-ce que comme il a ses origines arabes, on le pointe du doigt comme un perturbateur? Parce que j'ai l'impression qu'il est plutôt... il suit les autres, comme s'il y avait un autre chef, mais il suivait. Mais on a choisi, voilà, tiens, ben on va prendre Dan comme l'élément perturbateur. C'est lui le chef du gang. Alors, c'est possible, ça peut être, on peut interpréter ça comme cela, mais dans la pièce, c'est pas ce que j'ai voulu personnellement mettre en exergue, c'est-à-dire de montrer la vie d'un enfant tourmenté. C'est-à-dire qu'un enfant en classe ne décide pas de lui-même de devenir perturbateur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière qui peut amener l'enfant. Ses questionnements, ses interrogations. Il vit avec un beau-père, il ne sait pas qui est ce beau-père-là, qui n'a pas la même couleur de peau, alors qu'il a grandi en appelant ce monsieur papa. Ouais. Et donc à l'école, on lui dit fils de sale arabe, fils de la sale pute juive, etc. Donc du coup, il se pose des questions. Donc il y a ce déchirement, ce bouleversement en lui. Et ce qui fait qu'à un moment donné, en classe, il ne tient pas sur place parce qu'il y a tout ça qui vient dans sa tête comme comment on appelle ça, une sorte de maison hantée où on entend des voix qui viennent un peu de gauche à droite. Donc c'est un peu tout ça. Donc je voulais interroger. Et donc en m'interrogeant, en provoquant ce dialogue entre Dan et M. Auger, mon but, c'est d'aller en profondeur pour fouiller dans la vie de cet enfant, pour chercher à savoir ce qui ne va pas, afin d'essayer, tant que faire se peut, un petit élément de réponse et peut-être mieux comprendre l'enfant pour mieux l'aider. Donc en fin de compte, votre thématique autour de ces personnages déchirés, c'est l'amour. Oui, l'amour est partout, enfin, heureusement d'ailleurs, heureusement. Mais l'idée de départ, c'est de chercher à comprendre. Effectivement, pour chercher à comprendre quelqu'un, il faut l'aimer. Voilà, donc je pense que la démarche de M. Auger, c'est ça, parce qu'au début même de la conversation, quand Dan dit à M. Auger « j'aime pas les remplaçants », la phrase qui est sortie spontanément de la bouche de M. Auger « mais moi je t'aime ». Mais moi, c'est-à-dire que sa démarche est une démarche d'amour. Oui. Donc, je vais vers toi pour essayer de comprendre. Et en même temps, en disant ça, et j'y pense là maintenant, je me mets aussi à comprendre, à essayer de réfléchir au travail de l'instituteur. Imaginez un maître qui a au moins 3 ou 4 Dan dans sa classe. Oui. Et comment il va faire ? Alors qu'avec ce que nous vivons actuellement aujourd'hui en France, où les classes sont bondées d'élèves, etc., où l'élève a tous les droits, le maître n'a plus d'autorité en classe, où on a les enfants rois, etc. Mais un maître qui a 4 Dan, 5 Dan dans sa classe, comment il va faire? Déjà pour amener le calme en classe, et puis essayer de comprendre comment... quelle est la vie de chaque enfant, ce n'est pas le travail du maître. Le travail du maître, c'est d'enseigner. Il n'est pas un psychologue, il n'est pas un psychiatre, etc. Or là, M. Auger fait un travail de psychologue qui va au-delà de sa fonction principale. Oui. Ouais. Merci beaucoup, Hurel Régis Benninga, de nous avoir présenté une partie de votre pièce théâtrale. Mais il y a d'autres éléments qui interviennent. On se pose beaucoup de questions sur l'avenir, le futur. Enfin, en tout cas, j'invite les téléspectateurs à suivre, à lire Le Remplaçant, voilà, aux éditions LC Langlois Cécile. Passons tout de suite à Carte sur table. Alors, pour Carte sur table, on va parler de votre court-métrage qui a été primé au FESPACO. Il s'appelle Yassitungu. Alors, il était en compétition officielle au FESPACO, oui. Et alors, parlez-nous justement de ce court-métrage, l'histoire et combien de temps, voilà, la réalisation, cela a duré. Yassitungu, c'est un peu une partie de l'histoire de Keren, d'une certaine manière, parce que Yassitungu, c'est un nom d'origine centrafricaine qui veut dire, qu'on donne généralement aux jeunes filles, qui veut dire le trophée. Yassitungu, ça veut dire le trophée. Et là, je traite du sujet de l'infanticide. La souffrance d'une mère qui a tant désiré avoir un enfant et puis qui décide à un moment donné de mettre fin à la vie de cet enfant. Donc ça m'a
beaucoup perturbé, notamment l'histoire d'une jeune dame qu'on connaît tous, qui a fait l'actualité en France il y a quelques années, Fabienne Kabou, qui avait décidé de mettre fin à la vie de son enfant en le noyant à la mer. Et donc, en lisant cette actualité, en me questionnant sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de souffrance derrière. Et donc, au lieu de porter le doigt accusateur, sur une femme qui commet cet acte, bien entendu, je critique l'acte, je le condamne, il n'y a rien à dire là-dessus, mais j'essaie de comprendre pourquoi une mère qui a tant désiré ou pas un enfant, qui a accepté par contre de garder l'enfant pendant 9 mois et de décider subitement de lui mettre la main dessus. Donc voilà, donc c'est ce que j'essaie de comprendre. Je mets en scène 4 femmes avec des raisons différentes. Donc on a le personnage de Maseka qui évoque la schizophrénie ou encore la pression culturelle, la sorcellerie, etc. Donc c'est des raisons parmi tant d'autres. On a d'autres femmes qui évoquent le déni de grossesse. Il y en a d'autres qui évoquent le poids de la culture. Je décide de tuer l'enfant parce que c'est une femme, et c'est une fille, et je ne veux pas qu'elle subisse ce que moi j'ai subi en tant que fille. Donc, en tant que fille, en tant que femme, quand j'étais fille encore. Donc c'est quelque chose de très douloureux pour qu'une femme dise j'ai souffert et je ne veux pas que ma fille souffre comme ça a été mon cas. Et il y a l'autre femme, qui est une indienne dans le film, et qui évoque ce qui est récurrent en Inde. C'est-à-dire que c'est la femme qui paye la dot des hommes. Oui. Et donc c'est considéré pour une femme comme un privilège que la femme lui fait de l'épouser. Donc la femme doit payer une dot assez considérable. Et cette dame décide de tuer son enfant. Et en plus, ce qui est drôle dans la pièce, enfin pas drôle, mais très dur dans la pièce, elle dit que c'est la 5e fois qu'elle porte, c'est la 5e fois qu'elle tue ses enfants, parce qu'elle a eu que des filles. Et à chaque fois, elle les tue parce qu'elle est pauvre, elle ne pourra pas payer la dot. Oui. Qu'on lui réclame, que la société lui réclame pour avoir un homme. Et voilà, donc c'est un peu ça que j'essaie d'aborder dans le film pour essayer de comprendre. Alors c'est des sujets qu'on n'entend pas toujours, c'est des sujets qui sont encore tabous au cinéma ou même encore dans notre société. Ces femmes-là sont considérées comme des diablesses, à raison sans doute, mais ma démarche, c'est d'essayer de comprendre. Et quand on lit la pièce de théâtre, on voit le personnage de Keren, ce dont on a évoqué tout à l'heure, Keren qui décide de tuer cet enfant qu'elle avait désiré avec son mari Abdelmajid, et qui décide finalement, j'ai tant envie de le vomir, etc., qu'il réentre en moi et que je le vomisse, etc. Donc c'est un peu ça qu'on retrouve finalement dedans. Et voilà, donc c'est ma démarche, ma filmographie, mes écrits, etc. vont dans ces démarches-là. C'est l'être humain que je mets en lumière. Donc essayer de comprendre, mieux comprendre l'autre pour pouvoir vivre mieux. Et le fait qu'il soit en compétition officielle au FESPACO, alors qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que vous avez bien sûr réalisé d'autres courts-métrages. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire, voilà, je suis accomplie, je suis reconnue par mes pairs. Alors, je ne sais pas s'il faut dire que je suis accompli ou bien reconnu, mais je sais que quand j'étais jeune, j'avais un petit cahier dans lequel j'écrivais mes prières. Donc, je priais Dieu en disant, si tu permets que je fasse du théâtre, je le ferai pour toi et pour la société. Et voilà, donc... Et en voyant ça, je me dis peut-être que j'ai quand même accompli une partie de cette prière est exaucée d'une certaine manière, parce que cette sélection au FESPACO ou encore ces livres qui sont sortis, qui sont publiés, me permet également de contribuer à une société plus saine, à mon modeste niveau. Donc, oui, c'est plutôt un sujet de satisfaction. Et puis de voir que le FESPACO, qui est un très grand festival, accepte de le sélectionner pour son cinquantenaire. Parce que quand même, c'était le cinquantenaire du FESPACO, et que Yassitungu soit sélectionné à compétir, c'est quelque chose de formidable. Surtout que j'avais tourné le film dans des conditions assez difficiles, dans le sud-ouest de la France, notamment dans le Comminges, dans la ville de Saint-Gaudens où je réside. Et voilà, donc ça a été une expérience à la fois enrichissante et
et fort humainement. Et dernière question, justement, alors là, je vais vous poser la question, qu'est-ce qui est le plus difficile ou le plus fascinant? Allez, c'est l'écrivain qui se retrouve, qui s'isole, ou alors le réalisateur qui guide ses acteurs pour qu'ils suivent l'histoire que vous avez écrite? Alors, ça c'est une très bonne question. Je sais. Oui, mais les deux sont liés. Les deux sont liés d'abord dans un premier temps dans la phase de la création, dans la phase de l'écriture. Parce que d'une certaine manière, on est dans cette solitude, dans cet isolement, dans ce renfermement pour essayer d'aller puiser à l'intérieur de soi. Parce que écrire, ce n'est pas quelque chose d'aisé, de facile. Contrairement à ce que l'on peut penser. Oui. Parce qu'on voit que la phase finale, nous, après. On voit la télé, on voit les écrans, on voit la beauté de l'image ou bien la beauté du texte. Mais c'est un travail en soi, c'est une rencontre avec soi-même. C'est quelque chose, un bouleversement intérieur d'abord. Donc en écrivant Keren, j'étais d'abord bouleversé, le remplaçant, j'étais bouleversé par la rencontre avec cet enfant. Et c'est revenu plusieurs fois en moi et j'ai creusé. Donc en creusant, j'ai fait un travail en moi-même, donc il y a des choses de moi qui se révèlent, etc., auxquelles je suis obligé de me confronter. Et c'est pareil pour Yassy Toungou, même si ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais commis l'infanticide, ça n'a jamais existé dans ma famille. J'espère que ça n'existe pas, que ça n'arrive pas. Et j'ai pris Dieu pour ça d'ailleurs. mais c'est quand même un travail aussi de, comment on appelle ça, d'identification, d'essayer de comprendre. Parce qu'au fur et à mesure qu'on écrit, on a le sentiment de vivre la situation. Donc à tel point que parfois on pleure, on verse des larmes. Donc c'est cette souffrance qu'on a derrière. Et après, effectivement, le travail de la direction d'acteur, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et moi, je ne fais pas de la direction d'acteur comme un marionnettiste. Je fais de la direction d'acteur comme une sorte de... comment on appelle ça, de composition. Il y a le texte qui est là, qui nous sert finalement de prétexte. Parce que j'ai l'acteur qui est là et qui me dit ce qu'il ressent à travers le texte, ce que le texte lui fait vivre. Et puis moi, je lui dis ce que je veux. Et après, ensemble, avec le chef opérateur, le cadreur, on essaie de trouver le juste milieu pour provoquer chez le spectateur l'émotion recherchée. Ouais. Merci beaucoup, Uriel Régis Benninga, pour cette deuxième partie d'émission. Hélas, l'émission touche à sa fin. On va parler maintenant du fameux coup de cœur. Ouais. Pour ce coup de cœur, vous avez choisi quel auteur? Alors, pour ce coup de cœur, j'ai choisi un auteur que j'aime, enfin, c'est un ami, et qui s'appelle Gladamog Lemra, qui est réalisateur. On a d'une certaine manière un peu le même parcours de vie en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain. Lui aussi, il écrit, lui aussi, il réalise. Donc voilà, le hasard a fait qu'on s'est retrouvés. Et voilà, comme je l'ai dit dans le remplaçant, ceux qui se ressemblent se racontent. Ouais. Donc il se trouve que on s'est rencontrés une fois et on se rend compte qu'on se ressemble d'une certaine manière. Et voilà, donc comme lui, j'ai commencé par la poésie. Lui aussi, c'est sa première pièce, c'est son premier recueil de poésie, L'Oreiller des Lamentations, qui est un très beau recueil de poèmes que j'aime beaucoup. Et voilà, il y a un texte notamment dedans que j'aime, si vous le permettez. Je vais quand même peut-être le lire courtement. Et puis voilà. Et le titre, c'est « Ma vie ». Enfant, je trouvais mon bonheur en pataugeant dans la mare, enviant l'adolescent qui restait tard devant le téléviseur. Adolescent, je trouvais mon bonheur en séduisant, enviant l'adulte pour ses virées nocturnes. Adulte, ma vie devient une bataille. Je ne trouve mon bonheur nulle part, enviant cet enfant dont les yeux rient pour un rien. Et c'est très beau, et j'aime ce texte-là particulièrement parce que ça rencontre une philosophie que j'aime. J'ai régulièrement dit à des gens ces derniers temps que j'ai tellement envie de redevenir enfant. De redevenir enfant pour retrouver l'insouciance, de retrouver l'ignorance, la joie de vivre, de faire, etc. Pourtant, quand on était enfant, on désire tellement être adulte pour faire telle ou telle chose, etc. Mais
Quand on devient adulte, on se rend compte de combien la vie est difficile, combien la vie est dure, et on désire redevenir enfant. Et Amog, voilà, à travers ce texte, me rappelle cette philosophie, et c'est pour ça que je dis que quand on se rencontre, et on se rend compte qu'on se ressemble, on se raconte d'une certaine manière. Voilà. Merci. Et merci à toi, Amog. C'est aussi une pièce publiée chez Langlois Cécile. On a la même éditrice. Merci beaucoup, Uriel Régis Benninga, en tout cas de nous avoir présenté votre coup de cœur, L'Oreiller des Lamentations aux éditions LC, Langlois Cécile, et puis aussi votre pièce théâtrale quand même, Le Remplaçant, aux éditions LC, Langlois Cécile. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Patricia. Ouais, merci. Et quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.